toutes et à tous. Bon après-midi, bonsoir, selon votre zone horaire. Nous allons attendre pendant un instant de plus pour que le reste des participants puissent nous rejoindre et puis nous allons démarrer. Merci d'être ici. Nous attendrons pendant un instant de plus et ensuite nous allons commencer parce qu'il faut être ponctuel. Donc, on démarre. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon votre zone horaire. Merci aux panélistes et participants. J'aimerais me présenter. Je m'appelle Sophia Delger. Je suis consultatrice pour le réseau des services écosystémiques et de la biodiversité, BESNet, de l'unité des connaissances autochtones lidérée par l'UNESCO. UNESCO Links. Je suis la présidente, je suis la facilitatrice de la séance d'aujourd'hui. Au nom des coordonnatrices, des coordonnateurs du webinaire Le réseau sur la biodiversité, les services écosystémiques Suède Bio et le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire ouvert sur l'approche fondée sur les droits de l'homme dans la co-création des connaissances pour la science sur la biodiversité, le service écosystémique. C'est un plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui sur cette plateforme alors que nous approfondissons ce sujet crucial. J'ai quelques notes d'entendance pour assurer le bon déroulement de votre webinaire. Nous encourageons la participation active. Vous pouvez utiliser la fonction Q&A pour partager vos questions. Nous allons utiliser le Mentimeter dans une section de webinaire. Vous recevrez les détails dans le chat. Veuillez noter que cette session est enregistrée et sera distribuée après le webinaire. Enfin, nous vous prions de bien vouloir garder vos questions concises et pertinentes par rapport au sujet afin de permettre au plus grand nombre de participants de contribuer. Je tiens à vous informer que un service d'interprétation simultanée est disponible en espagnol, anglais et français. Pour avoir accès à l'interprétation, il faut que vous cliquiez sur le bouton interprétation en bas de votre écran Zoom et sélectionnez votre langue préférée. Notre objectif est de rendre ce webinaire accessible au plus grand nombre de participants. Veuillez donc utiliser cette fonctionnalité si nécessaire. Icône en forme de mapmonde. Pour résumer brièvement l'ordre du jour, nous allons commencer avec le discours d'ouverture de la part de Nigel Krohol, chef des sections du programme de l'UNESCO sur les systèmes de savoir locaux et autochtones UNESCO Links. Ensuite, Lucie Moulankey, coprésidente du Forum international autochtone sur la biodiversité, directrice exécutive de l'Indigenous Information Network et cofondatrice de l'Indigenous Women Biodiversity Network. Elle fournira des remarques supplémentaires. Par la suite, nous aurons une présentation de dialogue sur la HRBA et son importance dans le travail avec les peuples autochtones et les communautés locales entre Pernilla Malmer et Ashanapuri Hertz. Ensuite, nous entendrons une présentation d'Opi Uthwaite, spécialiste du droit de l'environnement au PNUE WCMC, qui fournira un aperçu de la perspective juridique sur le droit à un environnement sain et ses implications pour les peuples autochtones et les communautés locales. Nous aurons ensuite une conversation informelle sur l'approche basée sur les droits de l'homme et son rôle pour permettre aux peuples autochtones et aux communautés locales de co-créer des connaissances avec deux études de cas.
l'une du Kenya par Peris Kariuki, membre du Kenyan National Trialogue et senior chercheur au musée national du Kenya, et un autre de Bosnie-Herzégovine par Ena Atibovic du Centre de recherche et développement de l'Université de Sarajevo et chargé du projet de l'équipe d'évaluation des écosystèmes nationaux NEA. La conversation informelle sera animée par ma collègue Alexandra Postrigan, responsable du renforcement des partenariats et de l'engagement des parties prenantes de BESNet UNDP PNUD. Ensuite, je animerai une session de questions-réponses et enfin, nous entendrons quelques remarques de clôture de Yuko Kurauchi, qui est la coordinatrice de BESNet et spécialiste des programmes. Merci d'être ici avec nous. Maintenant, j'aimerais inviter Nigel Grohol, chef de section du programme des systèmes des savoirs locaux et autochtones à l'UNESCO. Il va prononcer le discours d'ouverture. Merci, merci à toutes et à tous d'être ici avec nous. Nous avons reçu un intérêt exceptionnel pour ce webinaire. Cela témoigne de l'ère du temps, pour ainsi le dire. Donc, depuis beaucoup de temps, les communautés autochtones ont exprimé leur désir d'être engagées dans la production des connaissances pour s'engager dans la prise de décision nationale et internationale autour de l'environnement. Et pendant une très longue période, c'était quelque chose de difficile à atteindre. Mais maintenant, la donne a changé et nous avons des exemples très intéressants en fait au sujet. Nous avons une coalition d'une équipe qui travaille au sujet des écosystèmes et l'évaluation des services écosystémiques. C'est sponsorisé par le BESNet. C'est un réseau qui a trois agences fondatrices, le PNUD, c'est-à-dire le programme de l'ONU pour le développement et aussi les centres de suivi pour la transformation et Cambridge et UNESCO et aussi le partenariat avec le Forum sur la biodiversité qui s'unira et aussi Suède Bio qui fait partie importante de ce processus. Suède Bio étant de bailleurs de fonds en matière d'aider à concrétiser ces approches basées sur les droits de l'homme, sur les droits humains. Quelques remarques d'ouverture. Nous témoignons de temps assez intéressants avec des technologies qui permettent de partager les connaissances des peuples, de produire des connaissances ensemble, de prendre soin de notre planète à travers un spectre assez élargi de pratiques, en partageant les valeurs de la nature. Mais il y a des défis aussi qui sont portés et qui sont impliqués, par exemple l'histoire, dans quelques cas la perte de droits communautaires, nous sommes dans le processus de regagner ces droits et il y a aussi des problèmes des droits de propriété intellectuelle lorsqu'il s'agit de la production de la connaissance et surtout dans la nouvelle ère euh, qui est tellement lié aux connaissances. Pour les communautés impliquées dans ce processus qui peuvent inclure vous-même, il y a des connaissances collectives, c'est-à-dire des connaissances qui ont été battues à travers des générations, que ce soit des connaissances sur le climat, les écosystèmes, des pratiques, des manières de connaître, de savoir. Donc, comment est-ce que cette connaissance collective est reconnue dans les droits collectifs de propriété, aussi dans d'autres initiatives de droits humains. Selon la tradition occidentale, surtout la tradition européenne, les droits sont surtout portent sur l'individu, la relation de l'individu avec les autres, tandis que la plupart de la planète à des connaissances qui sont plus collectives, qui sont plus complexes, portent sur d'autres responsabilités. Le mécanisme régional africain, nous avons parlé de la charte africaine sur les droits de l'individu et des peuples, c'est-à-dire l'individu,
étant placé dans un contexte plus large, cela déclenche des questions sur qui sont les producteurs des connaissances et qui sont les bénéficiaires, et aussi la relation parfois entre les institutions gouvernementales ou bien privées avec ces procédures coutumières. Donc, c'est un tissu assez complexe des droits qui relève des enjeux et des opportunités. Donc, nous allons explorer la production des multiples courants de connaissances, différentes manières de connaître le monde, de valoriser le monde, et comment est-ce que l'on gère tout cela dans une approche fondée sur les droits qui puisse recueillir des bénéfices, mais qui en même temps respectent différentes cultures partout dans le monde, différentes mœurs, normes, comment est-ce que le peuple veut partager les connaissances. Donc, Sophia, je vais m'arrêter là et je pense que l'on va passer maintenant aux présentations qui seront assez intéressantes. Merci, Nigel, de vos commentaires. Nous allons avoir Lucie Moulanquet. Est-ce que vous êtes connectée, Lucie? Lucie est coprésidente du Forum international autochtone sur la biodiversité, cofondatrice et coprésidente du réseau des femmes autochtones sur la biodiversité. Nous allons écouter Lucie, mais Lucie a eu un petit souci, donc si elle n'est pas là, elle pourra nous rejoindre plus tard pour fournir sa perspective sur l'approche fondée sur les droits humains en matière de biodiversité et co-création des connaissances. Si Lucie n'est pas là, nous allons passer à la présentation suivante. C'est une présentation en forme de dialogue sur le travail avec les peuples autochtones et les communautés locales. C'est une séance qui sera animée par Pernilla Malmer et Ashana Puri Hertz. Nous allons utiliser le Mentimeter pour cette séance. Donc, premièrement, nous vous invitons à cliquer sur le lien de Mentimeter pour la première question. Vous pouvez aller sur menti.com et utiliser un code, ou bien vous pouvez scanner le code Q avec votre portable, et puis nous allons passer aux questions de Mentimeter. Pour répondre à votre question, vous pouvez aller à menti.com ou bien et afficher le code que vous pouvez visionner sur l'écran 53387853, ou bien vous pouvez scanner le code Q que vous visionnez sur l'écran. D'accord? Nous sommes en train de recevoir quelques réponses. C'est bien de voir que les gens sont sur Mentimeter pour répondre aux questions. Et puis, nous allons passer la parole aux animatrices de cette séance. Comme vous le voyez, nous sommes en train de recevoir plusieurs réponses. Merci de participer à ce questionnaire, à cette enquête. Je m'appelle Pernilla, je suis ravie d'être avec vous. Je pense que
Nous sommes en train de recevoir des réponses assez intéressantes. Donc, comme vous le voyez, les trois mots qui sont soulignés ici sont justice, équité et respect. Mais aussi, il y a plusieurs aspects sur, par exemple, les détenteurs des droits, les connaissances communautaires, etc. Ce que nous voyons ici, c'est en fait la diversité de comment nous reconnaissons les gens dans le monde. Et l'importance d'adopter une approche fondée sur les droits humains pour la biodiversité. Donc, peut-être que nous pouvons déjà démarrer avec notre réflexion sur la réflexion sur la biodiversité et l'approche fondée sur les droits humains. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci de vos réponses fournies sur sur Mentimeter. L'approche fondée sur les droits humains et l'implémentation de l'agenda 2020 a pour but de faciliter des changements et éviter la perte de biodiversité, c'est-à-dire que la gestion et la politique en matière de biodiversité ne doivent pas violer les droits humains. Les responsables de ces politiques doivent chercher à protéger les droits humains dans la conception et l'application. Peut-être que vous, Pernilla, pourrez nous raconter comment les droits humains affectent la biodiversité. Tout à fait. L'approche basée sur les droits humains indique que les détenteurs des droits et les communautés autochtones, dans le contexte de la biodiversité, peuvent exercer leurs droits et utiliser leur potentiel pour utiliser la nature de façon durable. Cette approche reconnaît que la gouvernance des peuples autochtones et des communautés locales a, des valeurs de biodiversité et conservation plus ambitieux et pour cela, elles doivent jouer un rôle plus actif. Donc, la reconnaissance de la nature et la valeur de la culture leur permet de préserver les territoires où ils habitent de manière plus efficiente. Par conséquent, euh, le protocole de Montréal reconnaît l'importance des peuples autochtones comme des gardiens de la biodiversité lorsqu'il s'agit de restaurer les écosystèmes. Selon ce potentiel, les communautés locales et les peuples autochtones doivent avoir les droits à protéger leur territoire et une participation active dans la prise de décision. C'est ça l'approche basée sur les droits humains liés à la biodiversité. Donc, si les peuples indigènes ou autochtones et les communautés locales sont respectés et si et ces peuples et communautés peuvent se sentir en toute sécurité en matière de droit à protéger leurs terres. Ils se sentiront protégés et nous apprendrons de leurs connaissances et nous incorporerons les connaissances dans nos politiques. Ces politiques, donc, vont fonctionner beaucoup mieux. En fait, oui, il y a des preuves scientifiques qui montrent que si l'on utilise les connaissances de détenteurs des connaissances locales et autochtones et on les fait participer dans le processus, les régulations vont s'implémenter beaucoup mieux. Donc, comment est-ce que ça euh, trouve son écho dans le langage des droits humains? Il y a des débiteurs d'obligations et des détenteurs de droits, d'accord? Ils ont différentes obligations et différentes responsabilités dans le contexte de la biodiversité, mais aussi partout euh, pa- euh, concernant d'autres sujets. Lorsque l'on parle de débiteurs d'obligations, il y a certaines obligations sous le droit international et ce sont les obligations des entreprises et d'autres acteurs qui détentent une série d'obligations. Les obligations de l'État, des acteurs non étatiques en matière de respecter les droits humains fait partie de l'approche basée sur les droits humains. Pourtant, les débiteurs d'obligations sont aussi des détenteurs de droits parce que nous sommes tous des êtres humains. Je vais commencer avec l'État comme débiteur d'obligations en ce qui concerne la promotion du respect et la protection des droits humains. Et ils doivent il doit
assurer l'accès à l'information et également assurer la participation des détenteurs de droits en matière d'accès à la justice. Cela inclut la protection des droits humains et les défenseurs de droits environnementaux. Et l'État doit, par exemple, utiliser la due diligence lorsque leur méthode affecte la biodiversité. C'est la manière dont on peut mitiger les effets des activités humaines. Et côté détenteur de droits, maintenant, il s'agit des individus, de groupes sociaux qui ont certains droits. Tous les êtres humains sont des détenteurs de droits. euh, et ils sont des détenteurs de droits dans le contexte de biodiversité. Il s'agit surtout des peuples autochtones et communautés locales. C'est important pour la biodiversité de reconnaître les droits individuels et collectifs. Les derniers, par exemple, les droits coutumiers à la terre, au territoire et aux ressources, et aussi les connaissances traditionnelles. Oui, tout à fait. Et cela a été mentionné aussi par Nigel dans sa présentation. Et maintenant, nous avons en fait une question de main dignitaire. Nous allons revenir sur le BestNet équipe et sur l'équipe de BestNet. Ça, c'est très intéressant parce que c'est toujours une question par rapport à votre engagement dans la biodiversité et dans les processus d'évaluation des écosystèmes, mais également si vous êtes l'une des personnes qui travaille avec la mise en place euh, d'un cadre global. Ou bien concevoir les plans d'action pour la biodiversité, ou bien si vous commencez à penser au plan de gestion dans les régions protégées, ou bien trouver des manières qui sont plus alignées dans le contexte qui a été accordé dans le cadre global de biodiversité pour travailler avec cette approche fondée sur les droits humains. Je trouve ça très intéressant parce que la plupart d'entre vous considèrent que les deux sont des rôles avec lesquels vous vous identifiez. Par exemple, si vous êtes en train de diriger un plan d'action, une stratégie pour la biodiversité, bien sûr, vous avez cela avec vos obligations par rapport aux détenteurs des droits. Dans ce cas, ou bien si vous avez, par exemple, une entreprise, votre responsabilité en tant que débiteur d'obligations est probablement plus pertinente. Et dans les autres cas, les détenteurs des droits ont un rôle plus critique. Ceux qui participent dans ce processus sont en général débiteurs d'obligations. On va expliquer encore une fois comment cela fonctionne dans la pratique. Le gouvernement, pour les débiteurs d'obligations, doit mettre en place les mesures pour la conservation de la biodiversité pour appliquer le cadre de biodiversité. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place cette approche? Bon, c'est très important d'avoir le soutien des débiteurs d'obligations et des mécanismes pour garantir la participation de tous les débiteurs d'obligations, pour créer les situations plus favorables, pour inclure ceux qui dépendent le plus de la biodiversité biologique et ceux qui sont marginalisés ou bien qui ont moins d'opportunités pour présenter leurs propositions et peut-être qui ne connaissent pas leurs droits. Tout à fait. Je pense que ça, c'est le cas très souvent.
Et ça, c'est où on va appliquer l'approche du paysage lorsqu'on travaille avec la mise en place. Les dialogues entre les différents acteurs est très important dans la conception de ce dialogue et il faut penser activement qui sont les détenteurs des droits et savoir s'ils sont ou non représentés. Et la même chose avec les communautés et les peuples autochtones avec leur propre organisation. Les organisations de conservation, bien sûr, avec lesquelles ils travaillent et qu'ils les représentent. Dans les dialogues, il faut penser à des méthodes qui permettent d'articuler leurs connaissances, leur expérience, ainsi pouvoir soutenir leurs propositions. De cette manière, on peut autonomiser les détenteurs des droits. Et si on parle d'autonomiser, je voudrais mentionner une autre approche, et c'est de garantir l'inclusion et la participation égalitaire des femmes et des jeunes dans les processus. Il faut garantir que tous les efforts pour conserver la biodiversité soient alignés avec les intérêts des femmes et leur donner l'opportunité d'améliorer leur situation économique, sociale et leur survivance. Il faut connaître leur leadership dans la conservation de la biodiversité et garantir des actions avec une perspective de genre. Il faut aussi garantir l'inclusion des différentes générations. Tout cela doit être aligné et harmonisé avec le cadre global et représente un guide essentiel pour la mise en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accès à l'information et la reconnaissance de leurs droits et leur accès à la terre doivent être garantis. Très bien. Donc, maintenant, nous avons eu une conversation par rapport à l'utilisation des droits humains dans la préservation de la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, l'approche fondée sur les droits humains, comment peut-il être appliqué, ce cadre à la conservation de la biodiversité? Tous les processus doivent être basés sur le respect parce que les structures de pouvoir dans notre société en général favorisent certains systèmes de connaissances. Nous avons une structure qui a été remplacée par des mesures. Le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause est un exemple. Cela commence par un processus d'échange de connaissances dès le début de la conception du problème pour s'assurer que ça soit utile pour toutes les parties prenantes. Comment applique-t-on cela dans notre travail? L'application de cette approche fondée sur les droits humains nous permet de comprendre nos structures en tenant compte des détenteurs des droits et des débiteurs d'obligations pour qu'ils connaissent leurs propres droits et puissent contribuer leurs connaissances. Les débiteurs d'obligations doivent être responsables auprès des détenteurs des droits lorsqu'il y a un échange de ce type. C'est pour cela que nous utilisons cette approche basée sur des preuves multiples. Et c'est important aussi de mentionner les dialogues entre multiples parties prenantes. Si on essaye d'utiliser le langage des droits humains, en général, on souligne les connaissances des différentes parties prenantes. Et nous allons passer à la présentation maintenant pour vous montrer une cartographie. De cette manière, on peut introduire les différentes connaissances et il y a une mobilisation des connaissances qui contribue à l'échange et le respect de ces connaissances pour réduire les déséquilibres de pouvoir que nous avons mentionnés. Voilà sur l'écran un modèle.
de cette approche fondée sur les preuves multiples, où on dit que c'est très important de promouvoir ce système transparent d'échange de connaissances et autonomiser les communautés pour qu'elles puissent réaliser leur potentiel de gouvernance. Ici, on a regroupé une diversité de détenteurs de connaissances pour réduire les déséquilibres de pouvoir qui existent. Dans les différents points de ce système, on a des différents systèmes de connaissances, par exemple les systèmes autochtones et locaux des différents territoires et communautés, les connaissances scientifiques, les différentes traditions et les connaissances professionnelles. Chaque forme de connaissance est valide et peut se complémenter pour avoir une image générale qui est dans le centre de l'image où vous allez la trouver et qui représente le besoin d'intégrer toutes ces différentes formes de connaissances. La science a la même validité que le reste des connaissances. Mais pour garantir le correct fonctionnement de ce système, il y a un cercle que vous pouvez voir et ce cercle nous invite à faire attention au processus et à comprendre comment on inclut chaque partie des connaissances pour une légitimation de toutes les formes de connaissances et d'identifier qui sont les détenteurs des différents types de connaissances. Pour un retour de l'information entre les différents participants. Tout cela est critique pour le résultat et vous pouvez le voir ici dans ce cercle qui décrit les différentes étapes. Mobiliser, ça veut dire articuler les connaissances qui peuvent être partagées avec nous. Et cela représente l'autonomisation des détenteurs des droits, des débiteurs d'obligations. La mobilisation donne la confiance pour bien expliquer cette connaissance, les expériences, etc. Tout cela pour participer dans le processus de conception de politique et la co-création de connaissances. Puis, la traduction veut dire entre les différents systèmes de connaissances et qui est nécessaire pour garantir les droits et le respect à l'heure de partager en toute confiance et sécurité. Tout cela veut dire et nous permet de comprendre les perspectives des autres. Et puis, la négociation dans ce contexte qui inclut une discussion et une analyse des connaissances de manière transparente pour garantir un processus de co-création de connaissances. Il y aura une compréhension commune, mais aussi, bien sûr, des contradictions. Et dans cet aspect, il faut garantir un espace en toute sécurité pour parler des différences et pour mieux comprendre les différences de connaissances. Le dernier pas ou la dernière étape, c'est le sommaire de toutes les connaissances qui reflètent le processus pour reconnaître les différentes perspectives, les accords et pour tout cela, bien sûr, avec un consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Et lorsqu'on a cette discussion finale qui contient bien sûr différents aspects, finalement, on peut utiliser ces connaissances créées de manière conjointe pour prendre des décisions, définir des actions ou avancer davantage dans la co-création des connaissances. Et tout cela pour toutes les parties prenantes. Et c'est un cercle où on va faire circuler les connaissances entre les différentes parties prenantes.
Bon, donc si je comprends bien, cette approche a été créée pour la co-création de connaissances dans les différents systèmes de connaissances. Mais ce modèle, il me semble qu'il peut être appliqué dans plusieurs, par exemple dans le processus de création de politique, par exemple. Et cela me fait penser à l'approche fondée sur les droits humains et les différents principes qui font partie de cette approche. Il y a 6 principes: la participation, le lien aux obligations de droits humains, la rendition de comptes, la non-discrimination et égalité, l'autonomisation et le renforcement de capacités et la transparence. Je pense que cette approche inclut tous les acteurs et garantit une participation active et libre en contribuant à la création de politiques et à la prise de décision. Et en permettant cela, les débiteurs d'obligations seront responsables du processus pour garantir la conformité des standards et les instruments des droits humains au niveau international. Finalement, je voudrais souligner que les droits humains sont indivisibles. Ils sont civils, politiques, etc. Mais tous les droits humains font partie de tous les processus et ils ne peuvent pas être priorisés. Et l'interdépendance et l'interrelation est essentielle. La réalisation d'un droit, en général, dépend partielle ou totalement de la réalisation d'autres droits humains. Par exemple, la réalisation du droit à la santé dépend de la réalisation du droit à l'information, par exemple. Et c'est quelque chose que nous avons déjà mentionné. Merci, Thierry. Bon, nous sommes encore une fois au début et on va passer au Mentimeter. Et la prochaine question est: qu'imaginez-vous lorsque vous entendez l'approche basée sur les droits de l'homme ou le droit humain et la conservation de la biodiversité ensemble? Voyons s'il y a des résultats. Il y a un peu de participation. Je pense que ce sont des contributions très positives. La participation, la collaboration, l'inclusion et la co-création de connaissances. Je crois que avec cela, on pourra vraiment sauver la biodiversité ensemble. Parce que le concept central que nous voulons partager avec vous, c'est que les droits humains et la biodiversité et sa conservation ils peuvent donner des bénéfices l'un à l'autre. Et la contribution et les valeurs des peuples autochtones et leur communauté est quelque chose que nous pouvons tout à fait contribuer et peut vraiment, je pense que c'est un travail extraordinaire. Parce que l'inclusion dans la participation, c'est incroyable. Je pense que toutes ces contributions sont extraordinaires. Oui, c'est beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas? Oui, mais c'est vraiment comme ça, je pense. Je pense que nous sommes très inspirés par ces contributions. Merci, merci à tous pour votre participation. Et bien sûr, on va passer la parole à l'équipe PESNet. Merci Pernilla, merci pour avoir partagé vos contributions. Merci à tous pour votre participation active dans le Mentimeter. Je voudrais
vous mentionnez que vous pouvez utiliser la boîte de questions et réponses et vous allez pouvoir poser des questions directement à nos panélistes. Je sais qu'il y a quelques mains levées. Nous allons vous donner du temps pendant le Q&A pour partager vos pensées. Opie Outhwaite est spécialiste au PNU. Elle va présenter les implications de cette approche fondée sur les droits humains. Opie, allez-y. Je suis spécialiste de environnemental au PNUE, WCMC. Je vais parler des conséquences de droits humains à un environnement sain et propre et durable. Donc, cela est lié à ce que nous venons d'écouter de la part de nos collègues aussi. Donc, nous avons la dimension légale des droits humains et que nous pouvons ajouter à la discussion qui vient d'être tenue. Eh bien, comme vous probablement le savez déjà, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution il y a un an qui reconnaît le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit humain universel. Une résolution de l'ONU, de l'Assemblée de l'ONU n'est pas contraignante, c'est-à-dire que cela n'introduit pas une obligation de la part des États en tant que débiteurs d'obligations lorsqu'il s'agit d'accomplir ce droit-là. Il ne s'agit pas de la même chose que de signer un traité, par exemple, mais c'est une résolution de l'ONU et a pas mal d'influence. Donc, il y a les acteurs ciblés sont les acteurs étatiques et non étatiques pour s'assurer que les politiques, les normes, les procédures et d'autres mesures soient cohérentes avec ce droit-là. Et il faut que j'évoque deux aspects sur le contenu de ce droit. La résolution reconnaît l'importance de la concrétisation du droit à un environnement sain et l'implémentation pleine des accords existants. C'est-à-dire que ces engagements liés aux peuples autochtones, aux connaissances traditionnelles qui ont déjà été concrétisées dans les MEA sont reconnus et soutenus et l'attente, c'est que la mise en place de ces engagements soit accélérée par la reconnaissance du droit à un environnement sain. Il faut aussi signaler, je vais citer directement du texte de la résolution reconnaît que tandis que les conséquences de dommages environnementaux sont ressenties par les individus et la communauté partout dans le monde, les conséquences sont ressenties plus aiguement par les femmes et les filles et les personnes les plus vulnérables de la société, y compris les peuples autochtones, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapés. Donc, il y a une certaine vulnérabilité du côté de certains groupes concernant les conséquences des dommages environnementaux. Et finalement, un autre aspect de cette résolution-là, c'est que bien que plusieurs pays, plus de 100, ont déjà reconnu le droit à un environnement sain dans certaines situations ou dans certains documents, la reconnaissance de tout cela au niveau international a pour but de conduire à une approche plus harmonisée en matière de comprendre ce que ça veut dire et à une plus grande cohérence sur la protection de l'environnement et la protection de ce type de droits. Donc, nous pouvons donc réfléchir sur l'essence des droits humains liés à ce droit
spécifiquement, la reconnaissance au droit à un environnement propre, sain et durable est clé pour faciliter une approche fondée sur les droits humains. Cette approche établit une attente sur les acteurs étatiques et non étatiques et l'attente, c'est que cela accélère l'action pour concrétiser ce droit et ses composantes. Et vous pouvez visionner ces composantes sur l'écran. Et cette attente surgit de la manière dont on a vu l'action qui a suivi d'autres droits humains, tels que par exemple la reconnaissance du droit à l'eau et à l'assainissement. Donc, les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et interliés. Cela veut dire que les droits humains s'appliquent à tout le monde. Il y a des principes généraux de non-discrimination lorsqu'il s'agit des droits humains et on ne peut pas choisir quel droit ou quelle composante dans certains droits doit être protégée. Euh, C'est-à-dire que les droits vont ensemble. C'est en vue, c'est quelque chose qui va de la main. Donc, les droits à un environnement sain et que s'il est reconnu comme un droit humain, cela conduira à une meilleure reconnaissance des droits humains et de ses composantes au niveau national et cela va aider la mise en place des accords environnementaux. Et l'objectif, donc, est d'aborder les lacunes en matière de couverture et mise en place et protection qui existent dans le cadre international tel qu'il existe aujourd'hui. Un des bénéfices d'utiliser le droit des droits humains, c'est que le droit des droits humains, y compris au niveau national et au niveau régional, est souvent quelque chose qui fournit des mécanismes plus établis pour l'application des droits. Donc, le droit ou la capacité des détenteurs de droits de faire défendre leurs droits par rapport aux débiteurs d'obligations, car les débiteurs d'obligations ont l'obligation de protéger les droits humains. Et dans plusieurs cas, si on les compare avec le droit environnemental, par exemple, le droit sur les droits humains est plus établi dans les lois internationales et offre plus et fournit plus d'opportunités d'accès à la justice. Par conséquent, ce que nous pouvons voir dans ce schéma, je sais que le texte est trop petit, mais lorsqu'il s'agit, le droit à un environnement propre implique plusieurs composantes qui sont groupées dans des droits substantifs et des droits procéduraux. Par exemple, dans le droit substantif, on a le droit à un environnement non toxique, le droit à l'air propre, le droit à un climat sûr, le droit aux écosystèmes et à une biodiversité saine, le droit à l'eau, le droit aux aliments, à la nourriture. Et de l'autre côté, on peut voir les droits les droits procéduraux. Ce sont les droits qui doivent exister pour pouvoir profiter des droits et substantifs. Par exemple, le droit à recevoir de l'information, le droit à participer ou de participer dans la prise de décision, le droit à la justice et la réparation efficace. Nous pouvons voir dans le débat d'aujourd'hui que le rôle des connaissances autochtones sont nécessaires dans des points multiples. Les différentes formes de connaissances qui existent peuvent être fondamentales pour l'accomplissement des droits substantifs. Par exemple, le droit à la biodiversité, à l'eau, à la nourriture. Donc, ce sont les types de connaissances qui peuvent être essentielles lorsqu'il s'agit de comprendre comment mieux exercer ces droits. La participation est un prérequis du droit à un environnement sain à travers les composantes procédurales que l'on a vues, par exemple la participation dans la prise de décision, le droit à divulguer l'information. Ce n'est pas tout simplement un droit passif. Il ne s'agit pas que de recevoir l'information, on a aussi le droit de divulguer cette information. Donc, le droit à un environnement sain
offre une plateforme pour l'inclusion pour les peuples indigènes et locaux et le droit à une justice efficace et l'accès à la réparation est spécialement important pour protéger les défenseurs des droits humains qui sont fréquemment des personnes indigènes ou des personnes des communautés autochtones. Eh bien, voilà une réflexion sur des façons plus spécifiques que l'on pourrait utiliser pour voir la mise en place efficace de ce droit. La résolution encourage ou établit que les États, les organisations internationales et les entreprises doivent élargir leurs efforts de faire en sorte que l'environnement soit sain, durable, propre pour tous. Si nous pensons aux actions que les États devraient entreprendre, on pourrait par exemple inclure des choses comme la reconnaissance explicite du droit à un environnement sain et durable dans la législation, dans la constitution de chaque pays. Dans plusieurs pays, nous, on espère que cela sera davantage développé. Aussi, l'adoption des lois de protection environnementale et des politiques plus substantives en matière d'écosystèmes sains, en matière de pollution, la consommation durable, l'utilisation du carbone, la responsabilité juridique en matière de dommages environnementaux et les droits sur l'utilisation de la terre, du sol et aussi la reconnaissance du droit coutumière des lois traditionnelles. Cela peut inclure également la mise en place de mesures procédurales telles que l'amélioration du processus de l'accès à l'information environnementale, les démarches publiques qui incluent les différentes manières dont les formes de connaissances sont incorporées dans la prise de décision et l'amélioration de l'accès à la justice. Si nous pensons à la redevabilité ou la reddition des comptes qui doit être respectée par les débiteurs d'obligations. Au sujet des politiques nationales de tout type économique, social, environnemental, elles doivent respecter ce droit-là comme il se passe avec d'autres droits humains. Par conséquent, le droit à un environnement sain génère l'attente d'une participation significative. C'est quelque chose d'une très grande importance si on pense aux actions et aux stratégies qu'il faut adopter et par exemple, les évaluations des écosystèmes au niveau national, ce sont des points d'entrée possibles pour adopter, pour incorporer les connaissances autochtones. Et dernièrement, nous avons déjà écouté nos collègues dire ou parler de la responsabilité des acteurs non étatiques en tant que débiteurs d'obligations. Le droit à un environnement sain a cette portée aussi et il peut impliquer des choses comme, par exemple, garantir la participation dans des activités internes dans chacun des pays de la part des entreprises, les actions internes des entreprises où ces entités, par exemple, font leur accomplissent leur obligation de due diligence. Pour ceux qui s'engagent dans les campagnes de droits humains, les défenseurs de l'environnement, la reconnaissance d'un environnement sain, la reconnaissance de la part de l'Assemblée générale de l'ONU est un outil d'une très grande influence que l'on peut utiliser au moment de mener un plaidoyer pour la redevabilité du gouvernement. C'est une résolution qui, comme j'ai déjà dit, n'est pas contraignante, mais qui a son influence. Par exemple, lorsqu'il s'agit de groupes qui sont les responsables de atténuer les effets ou les dérèglements climatiques, etc. Cela peut avoir un effet dans ce cas-là. Cela me mène à la dernière diapo. C'est tout simplement mes informations de contact si vous voulez, si jamais vous voulez faire un suivi de tout cela. Nous allons déclencher une conversation sur comment on
Il est convenable de penser aux manières de promouvoir une participation significative ainsi que l'inclusion des connaissances autochtones et sur comment on peut soutenir et faciliter l'approche basée sur les droits humains pour la biodiversité. Maintenant, je vais passer la parole au collègue de BestNet. Merci, Opi, de cette présentation. Nous avons des questions vraiment intéressantes que l'on vient de recevoir. J'invite les intervenants à répondre à ces questions par écrit. Et puis, nous allons essayer de répondre aux questions dans la séance questions-réponses. Maintenant, je vais passer à la conversation, à la discussion informelle. On va parler de l'approche basée sur les droits humains dans la co-création des connaissances en impliquant les communautés locales et autochtones. Et Alexandra est la responsable des alliances ABESNet OpenNUD. Alexandra, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sophia. Merci à vous tous. Merci à tous de votre présentation. Nous avons des questions vraiment fascinantes que l'on vient de recevoir. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Ena Hatibovic. Elle est la leader de projet de l'équipe d'évaluation des écosystèmes au niveau national de Bosnie-Herzégovine. Merci Ena de nous rejoindre. Nous espérons aussi d'avoir une autre collègue avec nous, Paris Kariuki, mais elle n'est pas encore connectée. Donc, Ena va développer cette discussion avec moi. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de ce dialogue avec vous. Vous avez mené un travail vraiment formidable. Et les questions que nous venons de recevoir visent sur comment les concepts tels qu'ils ont été mentionnés par les intervenants tout au début de ce webinaire. Comment est-ce que l'on peut traduire ces concepts-là à la réalité et comment est-ce que l'on peut appliquer tout cela sur le terrain dans chaque pays? C'est-à-dire que c'est pour cela que c'est important de vous écouter. Et pour notre public en général, pour ceux qui ne connaissent pas BestNet ou les systèmes nationaux d'évaluation, pourrez-vous nous raconter en quoi consiste votre travail comme responsable de l'évaluation nationale des écosystèmes dans votre pays? On est à l'écoute. Merci. Merci de m'avoir invité. Je suis honorée au nom de mon pays de présenter le travail que nous avons mené lors de 3 dernières années. Je m'appelle Ena, je suis de la Bosnie-Herzégovine et qui est située et emplacée dans les Balkans. Je suis la leader du projet de l'évaluation nationale de l'écosystème. Et en fait, aujourd'hui, je fais partie de la réunion du conseil de direction du projet. Nous sommes presque sur le point de terminer notre évaluation nationale de l'écosystème pour ceux qui sont à l'écoute et qui ne connaissent pas les évaluations nationales des écosystèmes. Je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus brève possible. L'évaluation nationale d'écosystèmes est la récolte des connaissances scientifiques et locales sur la biodiversité et sur la nature. Et en général, et les contributions, les apports faits par la nature aux personnes, c'est-à-dire ce que la nature nous donne à nous, les êtres humains. Quels sont les apports directs et indirects de la biodiversité et également le rôle de l'État et de la gouvernance au niveau fédéral, au niveau de chaque État ou de chaque province lorsqu'il s'agit de créer une base pour la prise de décision bien informée liée à la nature. En principe, l'évaluation ne consiste pas à indiquer quoi faire pour ceux et pour les décisionnaires, mais plutôt il s'agit de donner des informations sur les droits et des informations scientifiques en partageant les messages tirés par cette évaluation nationale des écosystèmes. En Bosnie-Herzégovine, notre évaluation de l'écosystème a 6 chapitres. D'accord? Euh, il a été conçu et il est basé sur le rapport ECA
c'est-à-dire c'est le rapport sur l'Europe centrale et l'Asie. Nous avons une équipe qui consiste de 9 personnes. Il y a 11 auteurs qui coordonnent le développement, la rédaction des chapitres de l'évaluation nationale et en outre, nous avons plus de 60 leaders qui ont développé les chapitres de cette évaluation écosystémique et ils l'ont fait depuis 3 ans. Lors de la première réunion d'auteurs a été tenue en juin 2020. Évidemment, je dois mentionner que les évaluations nationales des écosystèmes sont une opportunité excellente de faire participer les acteurs, de faire participer les détenteurs de connaissances et les producteurs de connaissances en matière de diversité biologique. Et il est très important aussi pour le réseautage et le renforcement des capacités. Nous avons rédigé 4 articles scientifiques sur la base des conclusions de cette évaluation-là. Évidemment, tout ça est très bien, mais il est important de dire que nous faisons face également aux défis. Nous espérons de pouvoir aider ceux qui, dans l'avenir, s'occuperont de développer les évaluations nationales des écosystèmes pour qu'ils cherchent nous les encourageons à lire nos articles, nos documents. Il faut comprendre la complexité de chaque pays et les circonstances et la méthodologie utilisée pour le développement de l'évaluation nationale. C'est la méthodologie BESNET, c'est la plateforme. Pour notre communauté scientifique, tout au début, cela a été un défi de comprendre et développer l'évaluation selon cette méthodologie. C'est un processus assez long qui est parfois un peu débordant et un peu épuisant pour les participants. Nous sommes en train de développer des sommaires exécutifs et des sommaires pour les créateurs de des politiques. Et nous sommes également en train de commencer avec le processus de publication des évaluations nationales des écosystèmes pour septembre 2023. Merci beaucoup. Alexandra? Merci beaucoup. Merci pour cette mise à jour. Permettez-moi de commencer par une question qui peut-être vous semble très évidente, mais pas pour les participants des pays qui peut-être n'ont pas ces NEA, ces évaluations nationales des écosystèmes. Donc, ceux qui travaillent avec les détenteurs des droits ou des détenteurs des droits au niveau local, dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, pourquoi avez-vous décidé de travailler avec les communautés locales en tant que détenteurs des droits et des connaissances? Quelles ont été les forces qui vous ont amené à cette approche? Donc, comment est-ce qu'on a pensé à engager les communautés locales? Je pense que dans une réunion, je pense au début de 2021, nous avions un scientifique qui a proposé de travailler avec les communautés locales, tout simplement pour mieux comprendre le développement de l'évaluation, pour présenter l'évaluation et pour les engager et les impliquer et dire que ce n'est pas seulement les connaissances scientifiques qui sont importantes, mais aussi les connaissances traditionnelles et locales. Et elles sont importantes parce que nous avons bien compris que les recommandations de politique qui allaient être entraînées par l'évaluation allaient impacter les communautés. Donc, c'était essentiel de les impliquer et de les engager.
Après cette réunion, nous avons travaillé avec le WCMC qui ont trouvé cette idée très, très intéressante en tant que moteur de notre recherche. Après cela, en 2022, le projet a reçu le soutien de l'UNESCO. Ensuite, on a publié le document et je vais partager le lien à tout à l'heure, indiquant qu'il sera maintenant c'est seulement dans les langues locales, mais il sera disponible en anglais très bientôt. Après les dialogues et ce processus de recherche, on a fait des changements dans le projet parce que il fallait inclure les nouvelles conclusions à partir de ces connaissances traditionnelles locales. Donc, le dialogue avec les détenteurs des connaissances traditionnelles ont fait partie du processus de génération de ce document. À travers les dialogues participatifs, on avait une série de questions où nous avons posé la question, par exemple, par rapport au moteur direct, moteur indirect, s'il y avait un changement dans la condition de la biodiversité ou de la nature, comme ils appellent à cet aspect, et quelles étaient leurs idées par rapport au futur. Si, par exemple, on continuait à protéger la nature de cette manière-là, ou bien si on pourrait penser à une autre approche de gouvernance, on a trouvé des nouvelles conclusions et tout cela a été inclus dans ce document. Merci. C'est vraiment un cas très intéressant et c'est pour cela que nous étions si contents que vous avez pu partager ce webinaire avec nous. Merci. L'équipe d'évaluation et les autres ont décidé d'impliquer les détenteurs des droits et les détenteurs des connaissances. Mais comment avez-vous garanti leur participation significative? Parce que la présentation précédente a parlé du droit à participer, mais comment avez-vous assuré cette participation significative? Pouvez-vous partager votre expérience pour vraiment faire cette idée et la transformer en réalité concrète? Merci. Après la consultation initiale que je viens de mentionner, nous avons reconnu les droits et les bénéfices, bien sûr, d'engager les détenteurs des droits dans les évaluations nationales des écosystèmes. Le résultat a été un travail avec UNESCO et BESNET et nous avons lancé ce document que je viens de mentionner parce que à ce moment-là, c'était une analyse de la condition présente des connaissances traditionnelles parce qu'il n'y avait pas d'études, des recherches des connaissances traditionnelles en utilisant cette méthodologie comme la nôtre. Donc, c'était le premier document de ce type. Donc, après cette recherche de 2 ans, nous avons engagé plus de 200 détenteurs des connaissances traditionnelles à travers des méthodes participatives. Par exemple, des dialogues communautaires, des questionnaires, et les conclusions des connaissances traditionnelles ont été incorporées dans tous les chapitres relevant de cette évaluation qui a contribué à mieux comprendre les moteurs indirects du changement, les pratiques écologiques, les multiples valeurs de la nature, y compris les plans pour la nutrition, pour les fonctions médicinales, etc. Nous avons une étude de cas très intéressant où tous les projets verts ou les projets écologiques
sont présentés auprès des communautés en tant qu'un bon projet, seulement parce qu'ils sont un projet écologique. Mais en réalité, les projets écologiques parfois nuisent plus que d'autres projets. Par exemple, au sud de la Bosnie-Herzégovine, dans la frontière avec Monténégro, il y avait un cas d'un projet écologique, un projet vert, ne respectait pas la nature, ne respectait pas les droits des communautés locales. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan de construire une usine pour l'énergie solaire et c'est un plan qui va être réalisé. On a commencé les travaux déjà, mais il sera construit dans un endroit où les communautés locales ont des endroits d'élevage de bétail et bien sûr, l'usine utilise beaucoup d'eau. Donc, cette partie euh, affecte l'écosystème de la Méditerranée et il a été complètement détruit. Ce n'était pas un endroit qui était déjà détruit, où il n'y avait rien. Bon, donc on va construire une usine. Non, ils ont détruit complètement les écosystèmes et les vies des personnes parce que les moyens de subsistance de ces personnes étaient ce bétail. Donc, dans ce cas, il aurait dû faire une consultation publique et la publier dans les moyens, dans les médias au niveau local. Mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, il publie cela dans un système qui personne connaît. Donc, les communautés ne sont pas respectées et, et on ne suit pas le processus adéquat. Donc, cela a été un projet vert négatif. Merci. Merci. C'est très intéressant de connaître ce type de cas. C'est l'un des exemples où le droit de participation n'a pas été considéré. Je pense que nous avons un petit peu de temps pour poser une autre question pour vous, une dernière question. Je voudrais essayer de la répondre. Comment considérez-vous l'utilisation des produits de cette évaluation? Comment cela peut contribuer à promouvoir le respect des droits humains en incluant les connaissances traditionnelles? Peut-être vous pouvez répondre à cette question. C'est par rapport à l'utilisation euh, de ce système. Nous sommes en train de développer le SPM et cette évaluation nationale des écosystèmes, bien sûr, en pensant et en générant un produit qui peut s'utiliser au futur. C'est très important de mentionner que ces guides visent à soutenir le développement des cadres législatifs pour l'utilisation et conservation des connaissances traditionnelles. Par exemple, dans le chapitre 6 de la publication, ainsi que dans l'évaluation, c'est le même numéro de chapitre. On se concentre sur la législation euh, par, par rapport aux savoirs locaux et autochtones. Dans la publication, le chapitre numéro 6 s'appelle Cadre régulatoire cadre réglementaire pour la préservation des savoirs locaux et autochtones. Et dans ce chapitre, il y a une partie qui s'appelle Cadre réglementaire pour la préservation des connaissances traditionnelles et la condition du cadre réglementaire pour la protection de ces savoirs. Donc, il faut avoir la participation de l'État et il y aura, par exemple, des messages clés par rapport à ce qui doit changer en matière de savoirs locaux et autochtones et quelles sont les meilleures pratiques pour les autres pays et comment on peut améliorer ça. Merci, merci Anna, merci parce que vous avez partagé des exemples
par comment cela peut promouvoir les droits humains et la conservation de la biodiversité. On espère d'avoir pu inspirer les participants qui viennent des pays qui peut-être n'ont pas encore des évaluations nationales des écosystèmes, etc. Bon, je vais donner la parole à Sophia pour la session de questions et réponses. Merci. Merci pour faciliter le fireside chat et merci pour avoir partagé l'exemple de la Bosnie-Herzégovine. Maintenant, on va permettre les questions des participants et je voudrais inviter les panélistes à répondre à ces questions. Vous pouvez allumer votre micro. Il y a des personnes de tout le monde, de l'Afrique du Sud, du Pakistan, du Cameroun, de l'Inde, du Kenya, du Brésil, du Bangladesh. Donc, de l'Ouganda, donc des Philippines, du Nigeria et beaucoup d'autres pays aussi. Tout d'abord, je sais que Puri, vous avez répondu plusieurs questions par rapport au changement climatique. Et les peuples autochtones, peut-être s'ils auront une possibilité dans la prochaine convention sur la biodiversité et dans ces conversations. Et si cela est connecté avec une autre question par rapport à s'il y a une approche fondée sur les droits humains dans les changements climatiques et comment pensez-vous que les changements climatiques peut dialoguer avec les conversations sur la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu ou bien si vous voulez répondre cela pour tous et pour toutes. Et Pernilla ou Puri peuvent faire la même chose. Merci. Nous avons répondu quelques questions, mais par rapport aux communautés locales et les peuples autochtones qui vont faire partie du processus, ce que nous faisons dans la Convention sur sur la diversité biologique, je sais que euh, les deux aspects vont ensemble. Ce que nous avons fait, et le IIFB s'est engagé dans les processus de biodiversité qui auront, par exemple, la coprésidence de l'IIFB ainsi que des bureaux en parallèle. Donc, il y aura des réunions entre les différentes parties prenantes. Et aussi le droit à avoir une voix, oui, à parler. Donc, il y a une discussion permanente par rapport à comment les peuples autochtones et les communautés locales peuvent être et devenir plus visibles. Et pour les inclure en tant que partie prenante, c'est difficile du point de vue juridique parce que les membres des traités présentent une situation difficile et ils peuvent prendre des décisions de ce type. Cependant, il y a des processus pour le faire et pour garantir que les parties vont mettre en place un processus fondé sur les droits humains dans l'application de la Convention et dans les processus juridiques et réglementaires. Peut-être c'est le chemin à prendre. Et peut-être pour ajouter quelque chose par rapport au changement climatique. Le plus récent rapport qui a été présenté en mars a exprimé de manière très claire que les actions de mitigation et d'adaptation vont se concentrer sur la justice climatique et que l'inclusion
entraînera des résultats plus durables et réduiront le stress des changements climatiques et la résilience climatique aussi. Tout cela a été inclus dans ce rapport, ainsi que les droits des peuples autochtones et les communautés locales et leurs systèmes de connaissances qui sont mentionnés ici. L'aspect des changements climatiques apparaît de plus en plus dans les négociations. Dans la Convention cadre des Nations unies pour les changements climatiques et dans la Convention sur la diversité biologique, les peuples autochtones et dans la Convention cadre ont le même rôle. Ils ont ainsi une participation dans la Convention cadre des Nations unies et ces réunions régulières visent à promouvoir la participation dans la Convention cadre et pour être inclus dans les agendas et garantir la participation des peuples autochtones à travers le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Tenant compte de cela, il y a un événement régulier sur ce qui s'appelle une formation, un cours de formation pour garantir l'inclusion et la participation des peuples autochtones dans la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ce sont tout simplement des exemples. Merci. Merci Puri, merci Pernilla. J'ai une question pour Nigel. Comment est-ce qu'on peut donner une opportunité aux peuples autochtones et communautés locales? Je crois que c'est la même question qu'auparavant, mais cette question est liée aux communautés autochtones en tant qu'agent de conservation. Peut-être Nigel peut partager sa perspective par rapport à cette question liée à la Convention cadre. Merci pour cette question. Beaucoup d'entre vous vous rendez compte que, comme en tant que partie du cadre et de la Convention sur la biodiversité, il y a des éléments qui ont été incorporés en 1992. Ce processus a eu lieu à Rio de Janeiro et a impliqué beaucoup de consultations avec les peuples autochtones qui ont été bien représentés ainsi que d'autres secteurs de la société, la jeunesse, les agriculteurs, les groupes de femmes, etc. Le texte sur la diversité biologique parle de la reconnaissance des droits. Et cette convention inclut cela déjà dans sa conception. Cependant, en 2022, quelque chose de très important s'est passé et c'est que le nouveau plan de travail, qui est le cadre mondial de Montréal, que nos collègues de Souhaite Bio ont mentionné, a spécifié des aspects liés aux droits de ces peuples. Et ça représente un moment clé parce que cela a établi une relation entre les approches fondées sur les droits humains et une mention spécifique des peuples autochtones, particulièrement des peuples autochtones. Donc, en considérant les aspects plus importants. Par exemple, le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Si on lit le texte principal de la Convention sur la biodiversité, on peut voir les éléments culturels inclus dans le programme conjoint de travail par rapport au lien entre la diversité biologique et la diversité culturelle, qui est un processus qui continue. Tout cela présente plusieurs opportunités et les droits sont mis en place où les personnes habitent. Donc, le droit de faire quelque chose ou le droit de ne pas recevoir une certaine action, cela fait partie de l'aspect opérationnel. Si les peuples autochtones peuvent participer à ces processus,
Les conventions des Nations unies doivent être analysées et traitées dans le système des Nations unies et représentent tous les gouvernements du monde. De plus, les gouvernements appartiennent au système des Nations unies, mais c'est volontaire s'ils veulent participer dans le processus d'une convention. La plupart des conventions, la plupart des pays appartiennent à cette convention sur la biodiversité. Et il y a un accord multilatéral qui vise à établir les objectifs par rapport à la Convention et qui doit participer de la mise en place ou de la mise en œuvre. Les peuples autochtones ont montré une participation très active dans la Convention sur la diversité biologique, y compris parler avec les gouvernements, définir les attentes et de savoir, par exemple, que les personnes, je ne sais pas, par exemple, du Kenya ont eu un rôle clé dans le Forum des peuples autochtones. Euh, et cela permet d'exprimer les intérêts des peuples autochtones et leurs conseils ont été présentés dans plusieurs réunions au fil du temps, surtout les négociations par rapport à la Convention sur la diversité biologique. Et cela a été pris par les États membres et cela représente une énorme opportunité dans le texte. La résolution qui a été adoptée en 2015, c'était le premier instrument international qui a établi une association directe entre la politique climatique et les droits humains. Et on a été extrêmement actifs en matière de faire du lobby pour ce processus. Donc, il fait référence à toute une gamme des droits humains, mais surtout les droits des peuples autochtones, les systèmes de connaissances des peuples autochtones et l'importance de les engager et d'engager les communautés locales au moment de la prise de décision pour l'adaptation climatique. Il y a un processus similaire sous la Convention pour la lutte contre la désertification et il n'était pas tellement élaboré, mais ces conventions sous le système de l'ONU ont tous ces éléments. La vraie question, c'est l'opérationnalisation de tout cela. Ce webinaire ainsi que d'autres actions aideront les personnes à comprendre quels sont les droits et qu'il faut défendre et comment être actif en cette matière. Et nous avons une sensibilité en augmentation aujourd'hui. On ne peut pas tout simplement prendre une décision tout simplement parce que ça se voit comme une bonne décision climatique. Le processus doit être plus dialectique. Il faut tenir compte des détenteurs de droits, etc. Merci, Nigel, de votre perspective. Certaines personnes ont levé la main. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir et participer et poser une question au micro ou bien partager une idée. Et je sais que il y a des participants qui ont levé la main lors de la réunion. Vous n'hésitez pas à lever votre main et partager vos commentaires ou vos questions. Et au contraire, si ce n'est pas le cas, j'inviterai les intervenants à répondre les questions qui ont déjà été posées et ou bien nous encourageons les intervenants de donner un exemple où l'approche basée sur les droits humains a permis des progrès en matière de la conservation de la terre et aussi comment est-ce que les débiteurs d'obligations s'identifient, ou comment est-ce que l'on peut les identifier. Peut-être que ces questions pourraient être répondues par n'importe quel intervenant. J'ai deux mains levées ici. Oulia Pernilla, vous avez la parole. Oui.
Oui, d'accord, des exemples où nous avons vu des opportunités, des transformations. Lorsqu'il s'agit d'inviter les communautés autochtones en tant que détenteurs de droits, je peux fournir quelques exemples de la Suède. Il y a des lieux qui sont héritages, qui sont considérés comme l'héritage de l'humanité. C'était un parc, la Laponie était un parc national, mais il y a quelques décennies, on a signé un accord pour faire en sorte que la zone, la région soit co-gouvernée par le peuple Sami. Cela a mené à une plus grande participation de la part de ce peuple-là. Par exemple, l'organisation du système de visiteurs qui leur permet de faciliter l'élevage de rennes. Nous avons aussi un autre exemple d'un parc national qui se trouve dans nos îles. C'est un parc maritime qui a ouvert il y a 15 ans. C'est un parc qui est co-gouverné par un peuple autochtone. Cela a entraîné l'augmentation de la diversité biologique marine et les gens se sentent bien. Ce sont deux exemples, donc. Merci. Pernilla. Je souhaite donner la parole pardon, à Lorena Gomez. Lorena, vous avez la parole. Oui, bonjour, merci à tous. C'est plutôt un commentaire que j'aimerais partager lié au dernier commentaire partagé dans le chat. Auparavant, j'ai travaillé avec des organisations autochtones au niveau local en Colombie. Et sans aucun doute, je vois un modèle ou une tendance de représentativité. Nous avons tendance à voir les mêmes leaders en permanence dans les différents événements. Mais je crois que tout cela filtre les perspectives du terrain qui arrive à ces espaces-là. Et quelque chose d'une plus grande importance serait dans quelle mesure est-ce que c'est possible de mener les dialogues, comment importer les dialogues qui se passent dans les grandes villes, comment est-ce que l'on peut apporter ou amener dans le territoire, parce que il y a un cadre épistémique lorsque on est entouré par la nature où les peuples autochtones peuvent se sentir à l'aise dans leur localité, le fait d'être locaux. Donc, dans quelle mesure est-ce possible dans quelle mesure pouvons-nous imaginer que la participation pourrait se passer autrement? Merci, Lorena, et peut-être que l'un des intervenants pourrait intervenir maintenant. Oui, j'étais tellement ravie de voir cela parce que c'est exactement ça que nous faisons dans notre dialogue fondé sur les preuves, sur les sources multiples, le fait de bien connaître le processus dans les communautés. Par exemple, les dialogues sur la biodiversité et la co-création des connaissances là où les gens se trouvent et détentent et les connaissances, cela fait en sorte que les systèmes des connaissances deviennent tellement visibles et plusieurs peuples autochtones et des organisations locales, lorsque ils essayent de négocier avec le gouvernement sur les zones protégées, ont des outils les plus efficients. Et c'est de amener les décisionnaires sur le terrain et leur montrer la réalité. Cela facilite la résolution des problèmes. Donc, je pense que c'est quelque chose d'absolument possible et c'est quelque chose que nous devrions encourager en tant qu'exemple de mise en place des droits humains et dans la politique, dans les politiques.
Merci Pernilla, Shanapuri. Nigel, voulez-vous? Oui, une petite intervention. Je pense qu'il s'agit surtout d'une échelle. Euh, je travaille dans ce forum depuis quelques années et je pense que nous devons remercier les organisations autochtones d'avoir pris le bâton en quelque sorte pour représenter, faire écouter les voix des peuples autochtones à l'ONU. On a passé des longues heures et c'est un travail, ils ont dû travailler d'arrache-pied, donc nous sommes reconnaissants de leur travail. Plusieurs peuples autochtones avec lesquels je travaillais en Afrique, par exemple, euh, ils ne parlent aucune langue officielle de l'ONU, donc c'est un travail supplémentaire. Par exemple, j'ai écouté un leader autochtone qui a dit, par exemple, qu'il y avait des membres de sa communauté qui ne savaient même pas que l'ONU existait. Donc, ce qui est intéressant de BESNET, c'est qu'il nous donne l'opportunité de faire cela. Dans certains pays, nous travaillons avec des entités nationales pour mener des discussions sur les connaissances autochtones dans cet espace fondé sur les droits. Cela entraîne une grande opportunité. En même temps, il y a des idées que nous avons versées pour travailler vers l'équité et j'ai été le coprésident des organismes de soutien interagences au sein de l'ONU. Nous nous sommes focalisés sur la biodiversité avec une bonne représentation de plusieurs communautés et aussi nous impliquons la diversité des connaissances, les systèmes océaniques, les systèmes terrestres, les systèmes forestiers, par exemple. Donc, il y a un tas de richesses des connaissances. Donc, il faut faciliter la participation, mais ainsi il faut faciliter la compréhension des droits qui existent et les mettre sur la table aussi. Donc, je pense que l'on est devenu plus sensible à tout cela et il faut monter tout cela en échelle à différents niveaux. Merci. Merci, Nigel. Et je vois que quelqu'un a levé sa main, mais le temps s'est épuisé. Malheureusement, vous pouvez écrire votre question ou vos pensées dans le chat et nous allons publier un article interactif après le webinaire. Merci de votre participation et engagement actif tout au long du webinaire. Maintenant, je vais présenter Yuko Kuraichu. Il va nous donner les remarques de clôture. Yuko est la coordonnatrice BESNET, spécialiste des programmes du PNUD au nom de BESNET. Merci d'être ici avec nous pour participer à ce webinaire au nom de l'équipe d'organisation. Je voudrais exprimer mes remerciements à tous les intervenants qui ont partagé leurs pensées et leurs réflexions tout au long du webinaire. Vos perspectives nous ont fourni une compréhension exhaustive de l'importance des droits humains pour la biodiversité. Euh, Maintenant que nous nous rapprochons de la fin de ce webinaire, il faut dire que BestNet continue à être engagé à une approche basée sur les droits humains, une approche inclusive, et nous nous engageons à contribuer à la création d'un environnement qui n'est pas seulement sain du point de vue scientifique, mais aussi juste du point de vue éthique et social. Après cet événement, nous allons envoyer un message à tous les participants avec un lien à l'enregistrement de ce webinaire et aussi un article avec les aspects les plus importants, y compris les réponses aux questions qui n'ont pas été abordées en ce moment à cause des restreintes de temps. Et j'invite les participants à rester en contact avec nous pour continuer notre discussion qui a démarré dans ce webinaire. Il y a plusieurs manières de s'engager avec BESNET. Je vous montre quelques exemples. Vous pouvez visiter notre site internet bestnet.org
où il y a toute une richesse de ressources, y compris des études d'éclat et d'autres matériaux pertinents sur les services écosystémiques, parmi d'autres choses, ainsi que notre travail sur les peuples autochtones. Si vous vous inscrivez dans le site Internet, vous pouvez apporter vos propres ressources à notre bibliothèque. Vous pouvez aussi vous souscrire à notre bulletin mensuel et rester à jour, pour être mis à jour. Et, et vous pouvez aussi apprendre sur les webinaires à venir aussi. Et vous pouvez aussi vous contacter avec nous sur les réseaux sociaux tels que Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. Et vous pouvez, à travers cette participation, vous pourrez rejoindre la discussion et apporter vos perspectives. Tous ces détails seront inclus dans notre message post-webinaire qui sera envoyé à vous tous. Et donc, en restant en contact avec BestNet, vous aurez l'opportunité d'apprendre en permanence et aussi de contribuer à l'effort collaboratif en matière de promouvoir l'approche basée sur les droits humains pour la co-création des connaissances. Encore une fois, je suis reconnaissante de tous les intervenants et de tous les participants. Merci de vos apports et merci de votre dédication et vos apports parce que grâce à vous, ce webinaire est tout en succès. Je vous souhaite du succès en continu et en permanence. Merci beaucoup et à bientôt.